Vous savez, je plains la Grande-Bretagne si elle reste aux côtés de l'Ukraine jusqu'au bout. Et quant aux créatures, à propos des déclarations de notre ambassade, le ministère a fait des déclarations. Cela ne signifie qu'une chose. Le président a averti que nous avons le droit d'agir dans n'importe quelle zone de l'océan mondial. Si quelqu'un attaque nos intérêts, nos biens, nous en avons aussi le droit. Voici ma mise à jour vidéo. Ce mercredi après-midi, le 19 août, depuis Larnaca à Chypre. This is my video update on this Wednesday afternoon, August the 19th, coming to you from Larnaca, Cyprus. Let's talk about some news. Parlons de l'actualité. Et commençons par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, et sa réponse aux drones britanniques utilisés pour frapper loin à l'intérieur de la Russie, ainsi qu'au nouveau Premier ministre britannique, Andy Burnham. Celui-ci a désormais déclaré que des drones britanniques étaient bien utilisés pour frapper la Russie et que le Royaume-Uni était absolument, à 100%, engagé aux côtés du Gobelin vert et du projet Ukraine. Voici ce qu'a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, au reporter préféré du Kremlin, Zarubin. Lavrov a dit « La Russie a le droit de considérer l'implication directe de la Grande-Bretagne dans des frappes contre la Fédération de Russie comme une participation à une guerre, avec toutes les conséquences qui en découlent. » Lavrov a également déclaré « Je plains la Grande-Bretagne si elle reste avec l'Ukraine jusqu'à la toute fin. » With Ukraine until the very end. Project Ukraine is the hill that... Le projet Ukraine est la colline sur laquelle l'élite britannique a choisi de livrer son dernier combat. C'est cette colline qu'elle a choisie. Le projet Ukraine est le Gobelin vert. Mais Lavrov dit que la Russie a le droit de considérer l'implication directe de la Grande-Bretagne dans des frappes contre la Fédération de Russie comme une participation à la guerre, avec toutes les conséquences qui en découlent. Le mot « droit » peut s'interpréter de deux façons. On peut y voir une nouvelle déclaration au ton très ferme, un avertissement de la Russie, ou bien, et je pense que c'est très probablement le cas, puisque ça vient de Lavrov, on peut y voir la Russie qui commence maintenant à établir le fondement juridique pour s'en prendre aux intérêts britanniques, aux actifs britanniques, aux navires britanniques, aux navires assurés par Lloyd's of London. C'est la déclaration de Lavrov aux médias et les Britanniques devraient la prendre très au sérieux. Ils ne le feront pas, mais ils le devraient. Alors, parlons de l'Ukraine. Et ce que je vais vous dire va être très choquant. Alors préparez-vous. J'espère que vous êtes assis, parce que ce que je m'apprête à révéler va vous secouer jusqu'au plus profond de vous-même. Il semble que nous ayons... Vous êtes prêts? Il semble que nous ayons une enquête pour corruption en Ukraine. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Une enquête pour corruption en Ukraine. Le phare du droit international, des droits de l'homme, de la démocratie. Une enquête pour corruption en Ukraine? Je n'y crois pas. Je refuse d'y croire. Ça ne peut pas être vrai. Mais il semble que ce soit vrai. Selon le Naboo, comme dans Avatar, la planète dans Avatar ne s'appelait pas Naboo ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, l'organisation Naboo, qui enquête sur la corruption et qui a été mise en place par les États-Unis et l'Union européenne, a ouvert une affaire de corruption contre plusieurs hauts responsables au sein du bureau du Gobelin vert, ainsi que contre d'anciens députés et peut-être même des députés actuellement en fonction. Et l'enquête du Naboo s'appelle l'opération Forrest Gump. Je n'invente rien. Je vous promets que je n'invente rien. L'opération Forrest Gump. Alors, quelle chaîne fait référence à Forrest Gump?
Quelle chaîne YouTube fait référence à Forrest Gump? Cette chaîne-ci, même si je l'ai reliée à la chaîne roumaine. Though I've been linking it to the Romanian leader, Lieutenant Dan, Nicoșor Dan. Le lieutenant Dan, le chef. Je l'appelle lieutenant Dan. Des jambes magiques, lieutenant Dan. Des jambes magiques. Mais idiot est celui qui fait l'idiot. Opération Forrest Gump. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On pourrait continuer encore et encore. Cours, Forrest, cours. C'est comme ça qu'ils appellent cette opération. Oh là là. Et s'ils l'appellent l'opération Forrest Gump, c'est parce que, soi-disant, le NABU a des écoutes téléphoniques dans lesquelles l'une des personnes impliquées dans cette enquête pour corruption est enregistrée en train de dire que seul un idiot complet mettrait de l'argent volé au nom de ses enfants et paierait leurs frais de scolarité avec. Ça, c'est Forrest Gump. And pay for their tuition with it. That's Forrest Gump. Yeah, it is kind of dumb to take money. C'est assez idiot de prendre de l'argent et de le mettre dans les frais de scolarité de son enfant, ou quelque chose comme ça. C'est du Forrest Gump. Enfin, peut-être pas. Forrest Gump s'est en fait révélé être un investisseur très avisé, et il a investi très tôt dans des actions Apple. Il a fini par devenir multimillionnaire, milliardaire, et il a aussi investi dans Bubba Gump Shrimp. Ou alors, il a bâti l'empire Bubba Gump Shrimp. Donc, Forrest Gump s'en est plutôt bien sorti. Pas aussi bien que Nico Berlin, là. Mais ce Forrest Gump a quand même fini par gagner beaucoup d'argent. Il existe un autre enregistrement dans lequel, paraît-il, l'une de ces personnes impliquées parle de 4 sacs d'argent liquide et du fait d'aller directement au bureau du président. The president's office. 4 bags of cash. 4 sacs d'argent liquide. Voilà l'enquête menée par le NABU, la corruption en Ukraine. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je suis choqué. Absolument choqué. Donc au moment où cette enquête a été révélée, l'opération Forrest Gump, au même moment où cette enquête a fuité ou a été annoncée, nous avons l'ancien ministre de la Défense, qui a été limogé, M. Fedorov, le technophile, le cerveau derrière l'échec des drones ukrainiens. Fedorov appelle maintenant à des élections présidentielles en Ukraine. Assez de ces conneries de loi martiale et de pas d'élections. Fedorov veut des élections. Crap. Fedorov wants elections. He did not mention Zelensky by name. Il n'a pas mentionné Zelensky nommément dans sa déclaration, dans son appel à organiser des élections. C'était sur YouTube, une déclaration vidéo de Fedorov. Et il rejette la faute sur la Russie, en disant que les élections ukrainiennes ne devraient pas être prises en otage par Poutine et par la Russie. Il n'a pas directement visé Zelensky, mais tout le monde sait que c'est Zelensky qu'il vise. Et ce n'est pas une coïncidence si nous avons l'enquête du NABU, qui serait liée au bureau de la présidence. Et maintenant, nous avons Fedorov qui appelle à des élections. Il cite la corruption, Poutine, la Russie. Voilà pourquoi, selon lui, l'Ukraine a besoin d'élections. La démocratie ne peut pas être prise en otage par la Russie, a déclaré Fedorov, 35 ans, dans une vidéo publiée mardi sur YouTube. Il a ajouté que l'Ukraine se bat précisément parce que nous voulons rester un État européen libre. We want to remain a free European state. He went on to say that Russia doesn't just want to take our Il a poursuivi en disant que la Russie ne veut pas seulement prendre nos terres. Il veut prouver que le modèle ukrainien de liberté ne fonctionne pas. C'est pourquoi l'Ukraine doit prouver le contraire. L'Ukraine peut mener une guerre tout en restant une démocratie. Mais de quoi parle-t-il? Depuis quand l'Ukraine a-t-elle été une démocratie? De quoi parle-t-il? De la démocratie européenne, d'un exemple de démocratie européenne. Mais de quoi parlez-vous? De l'Union européenne. C'est à cela que vous faites référence, aux États membres de l'Union européenne, dirigés par des bureaucrates non élus à Bruxelles. C'est ça, votre exemple de démocratie. On devrait parler des élections roumaines et de l'ingérence de TikTok. Non, n'en parlons pas. Fedorov est un bon vendeur, c'est un bon marketeur. C'est un bon spécialiste de la tech. C'est comme un vendeur de voitures d'occasion, version tech bro, Fedorov. used car salesman, Fedorov.
And he has been activated. Et il a été Our activé. forces Certaines forces se mobilisent pour évincer le gobelin vert. Mais il y a aussi des forces très puissantes qui soutiennent absolument le gobelin vert. Par exemple, Macron. Macron soutient le gobelin vert à 100%. Une partie de l'establishment britannique soutient le gobelin vert à 100%. Une partie de l'État profond américain soutient le gobelin vert. Mais il y a des composantes de l'État profond américain qui ne le soutiennent pas, et il y a des composantes de l'establishment britannique qui ne le soutiennent pas non plus. Cela dit, je pense qu'au Royaume-Uni, ils ne soutiennent pas Fedorov. Ils soutiennent davantage Zaluzhny, l'ambassadeur d'Ukraine à Londres. Donc aujourd'hui, ils vont voter au Parlement, à la Rada ukrainienne, pour désigner le remplaçant de Fedorov au poste de nouveau ministre de la Défense. For Fedorov's replacement as the new defense minister. Everyone is expecting the parliament to approve the new defense minister. Tout le monde attend que le Parlement approuve le nouveau ministre de la Défense, Yevgeny Kamara. C'est lui qui va remplacer Fedorov. Tout cela se joue aujourd'hui. Son remplaçant va être soumis au vote. Fedorov parle d'élections à cause de la Russie, et de la démocratie ukrainienne, ainsi que de la corruption au sein de l'administration actuelle. Et il y a l'enquête anticorruption du NABU. Tout cela se joue aujourd'hui. Voilà donc la mise à jour sur les intrigues de palais qui se déroulent en Ukraine. Hier, un autre navire grec a été touché par l'Ukraine. Je crois qu'il transportait, je dirais, de la nourriture et des céréales, mais il se trouvait juste au large de Novorossiysk. Il ne faisait pas partie du consortium du pipeline Caspien, mais il a été touché par l'Ukraine en mer Noire. But it was hit in the Black Sea by Ukraine. A Liberia flag, but a Greek Un pavillon libérien, mais un navire grec. La Grèce fait partie de l'Union européenne. Elle est aussi membre de l'OTAN. L'article 5, l'Ukraine frappe un navire d'un membre de l'OTAN. L'article 5, quelqu'un en Grèce, Mitsotakis, Monsieur le Premier ministre, quelqu'un? L'article 5, non, pas d'article 5. L'article 5. C'est le deuxième navire grec en 2-3 jours qui a été attaqué par le Gobelin vert, lequel est en réalité attaqué par les États-Unis, puisque ce sont eux qui fournissent le ciblage et toutes les données satellitaires pour frapper ces navires. Donc ce sont les États-Unis qui utilisent l'Ukraine pour attaquer des navires grecs. Intéressant. Très intéressant. Interesting. Very interesting. So The Economist, the neocon. Donc, The Economist, le journal néoconservateur, Economist, la publication néoconservatrice numéro 1, affirme maintenant que l'Ukraine ne gagne plus la guerre aérienne. Aerials in the Sky. Vous pouvez me donner le nom de cette chanson? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Celle-là est difficile. Aerials in the Sky. Bref, selon The Economist, l'Ukraine ne gagne plus la guerre aérienne. Je n'arrive pas à y croire. L'économiste néoconservateur admet que l'Ukraine est en train de perdre. Les attaques russes font de graves dégâts à l'économie ukrainienne. À court d'intercepteurs, l'Ukraine ne gagne plus la guerre aérienne. Mais quand est-ce qu'elle a déjà gagné la guerre aérienne, économiste? Jamais. Elle ne l'a jamais gagnée. C'était du bon marketing de la part de Fedorov, le cerveau derrière la super offensive ukrainienne de drones. The super duper Ukraine drone offensive. UK drones, Chinese drone parts. Des drones britanniques, des pièces de drones chinoises, assemblées en Europe, puis expédiées en Ukraine. Voilà la guerre aérienne à laquelle The Economist fait référence. Des frappes contre Wildberries, contre les centres logistiques de Wildberries. Pendant ce temps, The Economist reconnaît désormais que la guerre aérienne menée par la Russie coûte à l'économie ukrainienne, selon les hommes d'affaires auxquels le journal a parlé, 500 millions de dollars sur les 2 dernières semaines. Et je dirais que c'est une estimation très prudente. Je dirais que c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais voilà ce que les frappes russes ont coûté aux entreprises ukrainiennes au cours des 2 dernières semaines. Je ne pense pas qu'ils prennent en compte le blocus d'Odessa, la destruction des stations-service ukrainiennes, des stations d'essence, la destruction de l'acier.
The aerial war from Ukraine is La guerre aérienne menée par l'Ukraine frappe les détaillants en ligne. Et la guerre aérienne menée par la Russie démolit, étrangle, détruit systématiquement toute l'économie ukrainienne, ou ce qu'il en reste. Et comme le souligne The Economist, plus de défense aérienne. Les pénuries de munitions sont courantes en temps de guerre, surtout dans les grandes guerres d'usure. Pourtant, l'Amérique est à court après une brève guerre contre une puissance de taille moyenne. Et si elle devait combattre la puissante Chine? The Economist, sans défense aérienne. La guerre par procuration en Ukraine a vidé les États-Unis et l'Occident collectif de leurs missiles intercepteurs Patriot. Il en reste environ 800 dans les stocks. About 800 interceptors left in inventory. And the Iran war, in just a matter of Et la guerre contre l'Iran, en seulement quelques semaines, a vu les États-Unis et leurs alliés tirer tellement d'intercepteurs patriotes que les stocks sont désormais à un niveau historiquement très très bas. Et pas seulement les patriotes, les THAAD aussi, et les Tomahawk aussi. Et si les États-Unis devaient combattre la Chine, ce qui est le plan des néoconservateurs, c'est pour ça que The Economist soulève cette question. Nous sommes en train de perdre en Ukraine. Nous perdons face à l'Iran. Qu'allons-nous faire quand nous devrons combattre la Chine? C'est la pensée néoconservatrice. Un peu de réalité qui commence à s'infiltrer dans cette pensée, dans cette idéologie néoconservatrice. Oh merde. Si ça s'est produit avec le projet Ukraine et avec l'Iran, qu'est-ce que la Chine va nous faire? Tout ça vient de The Economist. That's all coming from The Economist. So Belgium is going to be signing La Belgique va donc signer un accord sur les drones avec Ukroboronprom. Bart de Wever l'a annoncé hier. Ils sont tout prêts de signer un gros contrat sur les drones. Tout le monde veut profiter du business des drones, de l'arnaque aux drones, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut conclure ce genre d'accord avec l'Ukraine pour pouvoir puiser dans les énormes fonds de défense créés par Ursula. Et les drones sont fabriqués en Europe, puis soi-disant expédiés vers l'Ukraine. Enfin, ils sont bien expédiés en Ukraine, mais tout est fabriqué et mis en place en Europe. Et vous pouvez faire ça avec les fonds européens de défense, le fonds SAFE et le fonds pour la paix. Je crois que ce sont les noms de ces fonds, le fonds SAF, le fonds pour la paix, et ce genre de choses. C'est comme ça qu'Ursula appelle ces énormes fonds. Et la principale condition, c'est d'avoir une forme ou une autre de coopération en co-entreprise avec l'Ukraine. Ces fonds ne sont pas disponibles uniquement pour les pays de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, il puise dans ces fonds. Le Japon envisage maintenant de participer à cette opération de fonds. C'est aussi une manière très habile de blanchir l'argent, n'est-ce pas? De faire tourner ces machines à laver. Vous faites entrer l'argent en Ukraine. Il faut ensuite trouver comment le faire sortir. Vous le faites sortir par les fonds de défense. C'est comme ça qu'il ressort dans les usines de drones. Alors, est-ce qu'on devrait faire le point sur l'Iran? Est-ce que j'ai couvert tous les aspects concernant le projet Ukraine? Je pense que oui. Il se passe beaucoup de choses autour du projet Ukraine. Et tout cela se produit parce que l'Ukraine est en train de perdre. C'est pour cela qu'il y a toutes ces intrigues de palais et toute cette agitation au plus haut niveau, jusqu'au bureau du président. Et quand Fedorov dit qu'il s'agit de corruption, qu'il faut organiser des élections pour s'attaquer à toute cette corruption, ce qu'il dit, c'est que sa faction, ceux qui sont derrière Fedorov, et je n'ai toujours pas compris qui est derrière Fedorov, je dirais que ce sont les gens de la tech, le complexe militaro-industriel, les nouvelles entreprises technologiques qui sont principalement derrière Fedorov. Et toutes ces personnes, toutes ces factions qui se disputent le pouvoir, Fedorov, Zaluzhny, Zelensky, tout tourne autour du contrôle des flux de financement, des flux d'argent. Qui va contrôler les fonds quand l'argent arrivera en Ukraine? Et plus important encore, qui va contrôler les fonds
quand l'argent devra sortir d'Ukraine. Alors, faisons le point sur l'Iran. On Iran. What is happening with Iran? Que se passe-t-il avec l'Iran? Selon CNN, la Maison-Blanche de Trump va désormais modifier sa stratégie. Au lieu d'essayer d'écraser l'Iran, comme le dit CNN, de le soumettre et de le faire capituler par la force militaire, ils vont maintenant adopter une approche de long terme. Ils vont essayer d'étrangler l'économie iranienne, maintenir un blocus maritime contre l'Iran, imposer des sanctions ou continuer à en imposer et travailler avec des partenaires pour bloquer l'Iran, pour le sanctionner. Par exemple, les Émirats arabes unis ont annoncé qu'ils mettaient fin à toute coopération avec l'Iran, coopération économique, coopération financière. Or, l'Iran utilise les Émirats arabes unis comme un pays qui l'aide à effectuer diverses transactions financières afin de contourner les sanctions. Bon nombre de ces circuits, de ces opérations et transactions financières transitaient par les Émirats arabes unis et par Dubaï. Et tout cela va maintenant s'arrêter. Et la raison pour laquelle les Émirats arabes unis coupent les liens avec l'Iran. Enfin, la vraie raison, c'est que les États-Unis le demandent aux Émirats et à Dubaï. Ils font pression sur eux pour qu'ils coupent les liens avec l'Iran. Mais la raison officiellement avancée, c'est qu'il y aurait eu, je crois, 2 missiles de croisière. Je ne pense pas qu'il s'agissait de drones. Je pense que c'étaient des missiles qui auraient été tirés en direction des Émirats arabes unis. Ils auraient été interceptés, je crois, abattus, avant de pouvoir frapper les Émirats. Et l'Iran est accusé d'en être responsable, cela dit. L'Iran affirme n'avoir tiré sur rien ni personne en direction des Émirats arabes unis hier. Et il dit qu'il s'agit d'une opération sous faux pavillon. Mais désormais, les Émirats arabes unis utilisent cela comme prétexte pour interrompre toute coopération financière et toute transaction avec l'Iran, ce qui va resserrer encore davantage l'étau sur l'économie iranienne. C'est la stratégie de la Maison-Blanche de Trump. Jouer le long terme, imposer un blocus maritime, mener une guerre de sanctions économiques. C'est ainsi que la Maison-Blanche de Trump, selon CNN, entend obtenir la capitulation de l'Iran. L'objectif semble être d'accentuer la pression au fil du temps, jusqu'à ce que l'Iran soit davantage disposé à accepter les conditions de Trump. C'est ce qu'affirme CNN. That is according to CNN. We actually called this on the Duran many En réalité, nous l'avions annoncé sur The Duran il y a de très nombreux mois. Je crois même que nous avions fait quelques vidéos intitulées « Le jeu de l'attente et la stratégie à long terme de l'administration Trump ». Alex Christoforou et moi, nous avions expliqué que l'administration Trump allait adopter une approche de long terme pour essayer d'attendre que l'Iran cède, maintenir la pression sur l'Iran, tenter d'étrangler l'économie iranienne et simplement attendre jusqu'à ce que le régime s'effondre, jusqu'à obtenir un changement de régime. Je ne veux pas comparer cela à la Syrie, mais c'est le modèle syrien. Parce que je sais que quand je le compare à la Syrie, il y a beaucoup de différences entre la Syrie et l'Iran. Absolument. Il y a énormément de différences entre la Syrie et l'Iran. Mais la stratégie, le mode opératoire, c'est le même. Les États-Unis ont attendu 10 ans, plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'ils aient leur occasion, leur ouverture, en utilisant Al-Jolani et ses hommes pour renverser le régime d'Assad. Ils ont attendu 10 ans, mais pendant tout ce temps, ils ont constamment mis la Syrie sous pression. Et ils ont infiltré le régime d'Assad et ils ont toutes sortes d'outils. Nous avons des outils. Eux aussi, ils ont toutes sortes d'outils qu'ils peuvent utiliser, des outils non militaires, jusqu'à ce qu'ils aient leur ouverture. Voilà donc le mode opératoire. C'est l'approche que l'administration Trump va utiliser. Et nous avons un article du Washington Post qui dit que l'administration Trump et le Pentagone réexaminent maintenant leur présence au Moyen-Orient
reviewing their presence in the Middle East. Not a done deal yet, but they are looking at their Ce n'est pas encore acté, mais ils examinent leur base militaire et envisagent de repenser, de reconfigurer leur présence au Moyen-Orient. Le Pentagone envisage de réduire la présence militaire américaine dans le Golfe une fois la guerre contre l'Iran terminée. Une analyse qui, selon le département de la Défense, n'est pas encore un examen officiel, aidera à déterminer s'il faut reconstruire des bases endommagées par les frappes. Selon des personnes au fait du dossier. J'adore ces personnes au fait du dossier. Ce sont les meilleurs. Les personnes au fait du dossier. La démocratie est notre terrain d'entente. La durabilité est notre terrain d'entente. Larnaca est notre terrain d'entente. J'aime bien. J'aime beaucoup. Larnaca, ville candidate au titre de capitale européenne de la culture en 2030. Donc il réexamine tout ça, selon des personnes au fait du dossier. Bob à Arlington, en Virginie. Qu'en pensez-vous, Bob? Est-ce que c'est vrai? Bob in Arlington, Virginia. What do you think, Bob? Is this true? It's true. Thank you, Bob. Person familiar with the matter. C'est vrai. Merci, Bob. Personne au fait du dossier. Et ils envisagent de déplacer les bases vers la Jordanie et Israël, et plus loin, hors du Golfe, et même de ne plus s'occuper d'entretenir ou de reconstruire les bases dans le Golfe. C'est d'une certaine manière reconnaître que les bases dans le Golfe ont été très très durement frappées, peut-être au point qu'il ne vaut même plus la peine d'y maintenir une présence ou de reconstruire ces bases. Voilà donc ce que rapporte le Washington Post. Et le Financial Times affirme que alors que l'administration Trump, donc CNN dit que l'administration Trump change de stratégie, le Financial Times rapporte que l'Iran désigne désormais des cibles. Il me faut de quoi leur mettre l'eau à la bouche. Si, au bout de quelques semaines, les États-Unis n'acceptent pas les nouvelles exigences très dures de l'Iran, alors les cibles sont déjà en train d'être sélectionnées, à l'instant même, par l'armée iranienne, selon le Financial Times. Des personnes au fait du dossier l'ont confié au Financial Times, dans une exclusivité. L'Iran envisage des cibles militaires en Europe si Donald Trump intensifie la guerre. Des sources internes disent voilà un bon moyen d'essayer d'entraîner l'OTAN là-dedans. Ils visent l'Europe. Je crois que le Financial Times a parlé de la Bulgarie. Ils ont parlé des bases britanniques à Chypre. Et quelles autres cibles le Financial Times a-t-il mentionné? Une seconde. Une seconde. One second here. Assess striking U.S. assets in southeastern Europe, countries such as Bulgaria. Frapper des installations américaines dans le sud-est de l'Europe, dans des pays comme la Bulgarie. Chypre, où une base aérienne britannique a été frappée par un drone en mars, faisait aussi partie des cibles potentielles de représailles en cas de nouvelle offensive américaine. Et les forces iraniennes auraient également envisagé d'attaquer des câbles à fibre optique sous-marins dans le détroit d'Ormuz en cas d'escalade. J'ai l'impression que le FT nous prépare une opération sous faux drapeau pour qu'on puisse parler de l'article 5. L'article 5. Chaque fois que j'entends article 5, je dois le dire comme ça. L'article 5. L'article 5. J'imagine très bien les Européens autour d'une grande table ronde, tous les petits cools de l'UML. Pas si vite. Pas si vite. Oui, ça ressemble effectivement à une occasion intéressante et idéale de monter une opération sous faux drapeau, non? Mais regardez, la Bulgarie a bel et bien participé à la guerre contre l'Iran. C'est pas un secret. Ce n'est pas caché. Mais le Royaume-Uni, les bases britanniques. Chypre en réalité non. Chypre a été averti très très tôt. Ils ont pris cet avertissement au sérieux, et d'après ce que je comprends, ils n'ont pas été impliqués. Ils sont restés à l'écart de celle-là, de la guerre de 60 jours, deuxième phase du conflit avec l'Iran. Ensuite, il y a les câbles sous-marins à fibre optique, une sorte de nouveau moment Nord Stream, j'imagine. Donc ça, c'est le Financial Times. Et puis la situation à Ormuz. C'est intéressant, parce qu'hier, 2 informations sont sorties au sujet du détroit d'Ormuz. L'une venait de CNN, l'autre de Reuters. Or, Reuters rapporte que le trafic à Ormuz ralentit jusqu'à quasiment s'arrêter.
almost to zero. Ships transiting Hormuz and Les navires qui transitent par Hormuz. Et les assureurs ne veulent pas non plus s'approcher d'Hormuz. Donc les navires qui passent ralentissent. On est à 0, jusqu'à 10 ou 12 au maximum. 10 ou 12 par jour au plus. Mais dimanche, aucun navire n'a transité par Hormuz. C'est ce que rapporte Reuters. CNN publie un article intitulé « L'Iran a perdu une part importante du contrôle du détroit d'Hormuz ». Et CNN commence à avancer cette idée. Ils soutiennent qu'en réalité, la stratégie de Trump fonctionne dans une certaine mesure. C'est un peu plus nuancé que ne le laisse entendre le titre de CNN. Mais elle fonctionne en quelque sorte, parce que les navires qui transitent par Hormuz empruntent la route méridionale d'Oman. Et donc, de cette manière, l'Iran perd ou a perdu le contrôle du détroit d'Hormuz. Bien sûr, ce que CNN ne mentionne pas dans cet article, mais dont Reuters parle dans le sien, c'est que les navires qui traversent le détroit d'Hormuz en empruntant la route du Sud sont environ 10 par jour quand il y en a. Et cela représente une baisse d'environ 85 à 90% du trafic qui traversait le détroit d'Hormuz à la même période l'an dernier. J'ai d'ailleurs réalisé un graphique à partir des données des outils de suivi du transit maritime UKMTO, Kepler et Windward. Toutes ces données ont été compilées et mises en graphique pour la période d'août. L'an dernier, à cette période d'août, au cours des 2 dernières semaines, entre 130 et 140 navires transitaient librement par le détroit d'Hormuz, parce qu'à l'époque, c'était gratuit. Et maintenant, dimanche, vous avez entre 0 et 12 navires, au maximum, qui transitent par le détroit d'Hormuz. Et CNN présente cela comme si la stratégie de Trump pour prendre le contrôle d'Hormuz fonctionnait, parce que les 5, 10 ou 12 navires qui réussissent à sortir du détroit d'Hormuz empruntent la route du Sud. Mais il y a 120 ou 130 autres navires qui ne passent plus par le détroit d'Hormuz, alors qu'ils le traversaient l'année dernière. Donc, cet article de CNN est un peu trompeur. Le détroit d'Hormuz est de fait fermé, sauf si vous obtenez l'autorisation de l'Iran, des gardiens de la Révolution, pour transiter par l'itinéraire qu'ils approuvent, c'est-à-dire par le nord, par la route iranienne. Nous avons donc une information dont beaucoup de gens parlent aujourd'hui. Je trouve ça intéressant, parce que j'ai déjà parlé de la CPI dans de nombreuses vidéos par le passé. Et les États-Unis ont décidé aujourd'hui de sanctionner 2 responsables de la CPI, Tomoko Akane et le procureur principal, Abdoulaye Seye. Donc je crois qu'il s'agit d'une juge et d'un avocat. Tomoko Akane est présidente de la Cour pénale internationale. D'accord. Donc la présidente de la CPI et le procureur ont été sanctionnés par les États-Unis à l'initiative de Marco Rubio, avec le plein soutien d'Israël et de Netanyahou. C'est de ça qu'il s'agit. Le mandat contre non seulement Netanyahou, mais aussi, je crois, Ben Gvir et Smotrich également. Je ne sais pas quels sont les autres hauts responsables israéliens visés par ce mandat de la CPI, mais ils se réjouissent de ce que les États-Unis ont fait. Les Pays-Bas, eux, ne sont pas contents. Le ministre néerlandais des Affaires étrangères a vivement dénoncé cette décision des États-Unis de sanctionner les 2 responsables de la CPI. Le Japon non plus n'est pas content, même si le Japon ne dira ni ne fera rien. Ils n'oseront jamais s'opposer aux États-Unis ou les contrarier. Les Pays-Bas non plus, pour être juste et honnête. Mais les Pays-Bas ont publié, par l'intermédiaire de leur ministre des Affaires étrangères, une déclaration très ferme, et le Japon dit qu'il n'est pas satisfait des sanctions contre Tomoko Akane. La CPI s'est attirée cela elle-même. The ICC brought this onto themselves. Live by the sword, die by the sword, ICC. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. CPI. Vous avez fait une erreur en politisant la CPI,
en vous en prenant au président russe Vladimir Poutine. Nous l'avions tous dit. Nous en parlions déjà à l'époque où ils avaient décidé, sur ordre de Biden, Blinken et Sullivan, de s'en prendre à Poutine. Et la CPI a cédé et a fait ce que les États-Unis lui avaient ordonné de faire. Puis, quand la pression est montée pour s'en prendre à Netanyahou et aux siens, la CPI a tout fait pour retarder les mandats d'arrêt contre Netanyahou. Mais l'Afrique du Sud a fait un travail magistral pour acculer la CIJ et la CPI avec diverses procédures judiciaires. Et la CPI n'avait plus aucune issue. Soit elle délivrait un mandat d'arrêt contre Netanyahou, soit elle finirait par avoir l'air très très stupide. Alors elle l'a fait. See someone's stuff is over there in the corner. Vous voyez, les affaires de quelqu'un sont là-bas, dans le coin. Donc oui, ils ont politisé la cour pénale. Ils l'ont politisé avec Poutine. Grosse erreur. Très, très grosse erreur. Et maintenant, les États-Unis ne sont pas contents de la CPI. Vous voyez, ils étaient contents de la CPI quand elle s'en est prise à Poutine. Ils faisaient l'éloge de la CPI et de Khan. Ils faisaient l'éloge de Khan. Puis ils ont écarté Khan. Et ensuite, ils se sont mis à en vouloir à la CPI. Qui vit par l'épée, périra par l'épée. La CPI n'aurait jamais dû être politisée. C'était votre grosse erreur. Donc, selon le Wall Street Journal, Trump pousse pour une rencontre rapide avec Kim Jong-un. On parle d'une possible rencontre en novembre avec Kim Jong-un lors du sommet asiatique qui doit se tenir en novembre. Et je me dis que la stratégie consiste à créer une division dans le monde multipolaire entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie. C'est ce que je pense. Essayer de duper la Corée du Nord pour qu'elle prenne ses distances avec sa nouvelle prospérité. Et elle se porte très bien, en partenariat avec la Russie, la Chine et le monde multipolaire. Alors peut-être que Trump a reçu l'ordre de tout faire éclater. Donc, organisons une rencontre avec Kim. Essayons de le ramener de notre côté, de l'appâter, de l'attirer vers le camp de l'Occident collectif, si c'est seulement possible ou réaliste. Trump pousse pour une rencontre avec Kim Jong-un cette année. Lors de son premier mandat, le président avait tenté une diplomatie nucléaire avec l'autocrate. Depuis, le programme nord-coréen n'a fait que se renforcer. Avoir une arme nucléaire, ça marche plutôt bien. Alors, passons à quelques absurdités et on pourra conclure la vidéo d'aujourd'hui. On commence par l'Estonie. Des agents des douanes estoniens ont empêché une citoyenne finlandaise d'importer une poêle à frire sanctionnée en Russie. L'incident s'est produit au poste frontière de Narva, en Estonie. Selon Delphi, je crois que c'est un média, les douaniers ont contrôlé une Finlandaise de 39 ans qui se rendait en Russie. Ils ont trouvé dans ses bagages une poêle neuve en aluminium dont l'exportation est interdite par les sanctions. La femme a reçu une amende de 560 € et a été renvoyée en Estonie avec son ustensile de cuisine. C'est rapporté par Delphi via Slavyangrad. Et quel monde nous vivons! Quel monde nous vivons! Oh mon Dieu! L'Estonie, l'Estonie, l'Estonie. Oh my God, Estonia. Estonia, Estonia. Frying pan. Finnish woman. Une poêle à frire. Une Finlandaise qui essayait de passer depuis le poste frontière estonien vers la Russie. Elle avait avec elle une poêle à frire toute neuve qui est sous sanction. Et maintenant, elle va devoir payer une amende de 560 €. C'est une poêle à frire qui coûte cher. Oh là là, le monde des clowns. C'est absolument ridicule. Alors quoi d'autre? Quoi d'autre dans cette séquence sur le monde des clowns? Nous avons, allons droit au but, des informations selon lesquelles un sous-traitant allemand de la défense, le PDG d'une start-up du secteur de la défense, se cache dans des bunkers par peur que la Russie ne s'en prenne à lui. Oui,
Le patron de Donostal, Stéphane Tuman, l'a déclaré à la chaîne RTL et au magazine Stern, dans une interview conjointe avec des responsables allemands. Told broadcaster RTL and magazine Stern in a joint interview with German officials. In a joint interview that German officials warned him in late 2000. Dans une interview conjointe, le PDG a déclaré que des responsables allemands l'avaient averti, fin 2025, d'un projet des services de renseignement russes. Le PDG, dont l'entreprise fabrique notamment des drones d'attaque et de reconnaissance, ainsi que des logiciels militaires pour drones, a expliqué que, depuis, il vivait en pratique dans la clandestinité. « Je mène un duel pour ma vie contre le service de renseignement militaire russe », a-t-il déclaré. « Je change constamment de plan et de lieu. J'ai une protection personnelle 24 heures sur 24. Ma vie privée a cessé d'exister », a-t-il ajouté. Quelle terrible façon de vivre. Tout l'argent du monde, mais vous vivez dans des bunkers. Quelle façon de vivre, vraiment terrible. C'est le sort de tous ces dirigeants du complexe militaro-industriel. Alors que la guerre entre dans sa phase finale, ils vont vivre avec cette peur constante. They're going to live with this constant fear. Anyway, interesting story. Quoi qu'il en soit, histoire intéressante venue d'Allemagne. Est-ce que la Russie s'en prend à ses PDG? Oui, peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça a de l'importance? Même si la Russie ne s'en prend pas à ses PDG, même si elle se fiche complètement de ses PDG du complexe militaro-industriel, le simple fait qu'ils doivent désormais vivre comme ça, c'est une façon vraiment terrible, terrible de vivre sa vie. Et pour finir, nous sommes à la plage, ou près de la plage, et nous avons encore un sujet du monde des clones, enfin en quelque sorte, venant du Wall Street Journal. Ça parle de Bunker Island, puisqu'on parle de bunkers. Bunker Island, à Miami, qui est en réalité un terrain de jeu, un country club exclusif pour les riches et célèbres. Les très riches, les très très riches et célèbres. The very rich, the very, very rich and famous. We're talking billionaire rich. We're talking... On parle de milliardaires, de gens riches à milliards. On parle de riches et de célèbres. Si riches et si célèbres que, selon le Wall Street Journal, c'est tellement exclusif que même Bezos, d'Amazon ou Kushner et Ivanka n'ont pas obtenu leur adhésion. Selon le Wall Street Journal, la richesse et la célébrité ne suffisent pas pour entrer au country club d'Indian Creek, une île privée connue sous le nom de bunker des milliardaires. Jeff Bezos, Jared Kushner et Ivanka Trump attendent toujours d'y entrer. Ils attendent toujours d'y entrer. Incroyable. Même Bezos et Kushner. Même Kushner ne peut pas y entrer. Je suis sûr qu'ils finiront par être admis au club du bunker des milliardaires. Un nom approprié. Le country club du bunker des milliardaires. Indian Creek, ou peu importe. Indian Creek or whatever the real name is Indian Creek or something like that, but the nickname. Le vrai nom, c'est Indian Creek, ou quelque chose comme ça. Mais son surnom, je crois, c'est le club bunker des milliardaires. Qu'est-ce qu'ils essaient de nous dire? Bref, voilà pour cette vidéo, tout le monde. TheDuran.locals.com, nous sommes sur X, sur Rumble et sur Telegram. Allez sur la boutique du Duran, prenez quelques produits dérivés, retrouvez-nous aussi sur Substack, et éclatez ce bouton j'aime. Vraiment, éclatez-le. Anéantissez ce bouton de soutien. Et si vous êtes abonné à cette chaîne, alors vérifiez votre abonnement, s'il vous plaît. Parce que YouTube, pour une étrange raison, aime retirer mes abonnés. Et je vous retrouve tous demain. Attendez, attendez. Ça vient d'un ami. D'un ami qui m'a vu hier et qui m'a donné ça. Who saw me yesterday and gave me this. Ça devrait suffire pour vous abonner et mettre un j'aime. Allez, allez tout le monde. On se retrouve demain. Prenez soin de vous. Take care.